Chers téléspectateurs, bonsoir. La Guadeloupe a peur. Et il y a de quoi. La violence a atteint son paroxysme dans notre département avec le meurtre le 13 septembre dernier du jeune Johan, ce lycéen de 15 ans, assassiné par un autre jeune de 15 ans pour le vol de son portable. On enregistre une succession de meurtres, dont 3 survenus lors de la visite même du ministre de l'Intérieur le temps d'un week-end. Une succession d'agressions à main armée, dont une se termine par la mort de l'agresseur lui-même. Des cambriolages de plus en plus nombreux et violents, parce que les cambrioleurs, les malfrats, ne se contentent plus de cambrioler seulement, ils agressent physiquement les personnes cambriolées. Des familles traumatisées. Une population partagée entre l'effroi, l'horreur devant des actes incompréhensibles, partagée entre la colère et l'appréhension devant la montée de la violence. La Guadeloupe serait-elle devenue cette gigantesque poudrière sociale à ciel ouvert dont parle David Dahomey, le philosophe? Après la colère et l'émotion, voici peut-être venu le temps de la réflexion, sinon le temps de l'action. Nous avons été rencontrer le psychologue Errol Nussier, bien connu sur la place, expert auprès de la cour d'appel de Basse-Terre, et qui s'est penché sur la compréhension de ce phénomène de violence dans les sociétés créoles. C'est l'objet de notre émission Radio Télescopie, la première de la rentrée. Je pense qu'il faut qu'on dépasse la variable historique. Je crois qu'il faut y passer. Qui n'est plus déterminante dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette violence, vous avez vu l'émotion qui a saisi tout notre département, avec cette succession de crimes incroyables pour des motifs qui sont dérisoires. Ce pauvre garçon qui perd sa vie pour un portable, c'est complètement dérisoire. Mais il y a autre chose. Il y a que, aujourd'hui, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation, est-ce que vous pensez que est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une carence éducative fondamentale dans beaucoup de foyers qui font que ces enfants se sentant laissés à l'abandon ou parce que les parents ont démissionné, en quelque sorte. Est-ce que ce problème d'éducation n'est pas aussi fondamental dans la constitution, dans la constitution d'un homme, tout simplement, de la vie d'homme? Oui. Je crois qu'il y a d'abord le fait que les rapports sociaux sont souvent des rapports d'affrontement. On voit d'ailleurs en Guadeloupe qu'on commence par faire grève et on négocie après. Oui. Donc il y a quand même toujours une pression qui est mise de manière générale sur les employeurs. Pourquoi cela? Parce qu'on part du principe que les rapports ne doivent pas être des rapports de collaboration, des rapports de coopération, mais des rapports de force et de puissance. On est toujours dans ce rapport de force. Et malheureusement, parce qu'on ne défend pas l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays. On défend des intérêts catégoriels. Et tant qu'on est dans ce mode de fonctionnement, on ne peut pas dépasser justement l'affrontement. Le deuxième élément, vous avez parlé de la défaillance éducative. Il y a d'abord cette défaillance, mais qui surtout n'est pas suppléée. C'est-à-dire que depuis les années 80, on a fait le choix de développer les moyens de répression. D'ailleurs, on voit bien que les Guadeloupéens demandent encore plus de gendarmes et de policiers, comme si c'était la solution. C'est vrai que ça peut être une solution ponctuelle pour enrayer la montée de la délinquance, mais ça ne peut pas changer les relations sociales, l'image des hommes, la fonction de l'homme, le droit, je dirais, d'être respecté, le droit de vivre paisiblement, le droit de collaborer et de coopérer ensemble. Par conséquent, il y a cette défaillance éducative qui n'est pas compensée puisque les moyens ayant été mis sur la répression, on a supprimé le nombre d'éducateurs, le nombre de personnes présentes dans les rues pour aider les jeunes, pour compenser la défaillance parentale et pour relayer la parole, je dirais la bonne parole auprès de ces jeunes. Et par conséquent, il y a une lacune au niveau de la compensation éducative qui fait que les gamins qui ont des parents défaillants se retrouvent un peu à la rue parce que de surcroît,
Les parents n'acceptent pas l'intervention d'un tiers pour éduquer leurs enfants. Ils ne le font pas, ils ne font pas ce qu'il faut, mais ils refusent qu'un autre vienne donc quoi le faire. Alors, comment, à votre avis, sur ce point précis de l'éducation, Oui. parce que c'est quand même déterminant, quand un enfant ne connaît pas ses limites, vous qui êtes psychologue, vous connaissez ce problème du sentiment de surpuissance, de toute puissance de l'enfant, à qui on n'a pas donné des limites. Que faire avec ces parents qui sont défaillants sur ces cas-là? Oui. Que faire? Alors, parce que le problème part de là, le problème part de la famille, de l'éducation de base. Pas de l'éducation du ministère de l'Éducation, il faut que transmettre le savoir, mais l'éducation de base dans les familles. Alors, dans les familles, je crois qu'il faut mettre en place ce qu'on peut appeler une espèce de dynamique de quartier. Ça fait partie des choses que j'ai fait à l'époque où je travaillais au Conseil général, où nous mettions en place une dynamique de quartier. Ça veut dire, l'exemple, on le faisait sur Boissard, qui était quand même à l'époque, il y a plus de 20 ans, un quartier chaud, où on faisait en sorte que les personnes qui vivaient autour de la famille puissent être des relais dans le cas où les parents sont en difficulté, pour rappeler à l'enfant qu'il existe des règles et qu'il doit respecter donc ses parents. Mais aussi pour recevoir cet enfant en difficulté et en souffrance lorsque les parents étaient débordés, et aussi pour accompagner, pour conseiller les parents. Et par conséquent, remettre en place cette dynamique de quartier me semble être un élément qui est important. Deuxième possibilité, et deuxième proposition, c'est règles, mais pour rappeler aux parents aussi comment éduquer leurs enfants, pour accompagner cette éducation, pour éviter que l'enfant ne soit dans la rue, pour remettre, je dirais, en ordre la relation parent-enfant, dans le respect de l'enfant, dans le respect du parent, et pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble, parce qu'ils ont l'obligation de vivre ensemble. Un parent a l'obligation de s'occuper de son enfant, et l'enfant a l'obligation de recevoir cette éducation. Par conséquent, il faut des relais sur le terrain, pas attendre que la situation se dégrade pour faire en sorte qu'on vienne, parce que quand la justice intervient, c'est déjà trop tard. Alors qu'il faut mettre en place justement cette proximité dans une ville-quartier, avec des adultes relais pour prendre en charge cette éducation défaillante. La mairie de Pointe-à-Pitre, par exemple, a instauré ces relais de quartier, et même sont allés beaucoup plus loin. Ils convoquent des familles maintenant pour les mettre en garde lorsqu'il y a des dérives qu'ils constatent. Mais, voyez-vous, depuis une semaine, même pendant la visite du ministre de l'Intérieur, il y a eu des attaques à main armée, et on a constaté une dérive encore plus inquiétante, c'est que ces bandes s'attaquent maintenant à des particuliers dans leur maison, dans les villas, avec des atteintes, non seulement aux biens, mais aux personnes. Il y a eu trois attaques ces dernières semaines. Des vols à main armée. Et ça devient extrêmement inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la question des vols avec armes est quelque chose, c'est une problématique récurrente. Parce que, comme je l'explique dans le livre Violence dans la société créole, les personnes qui commettent des vols avec armes sont une population, je dirais, qui nous met tous en grande difficulté. Quand ils sont incarcérés, le nombre de vols avec armes diminue. Quand ils ressortent, le nombre de vols recommence. Autrement dit, ils sont dans une permanence, dans une déviance permanente et dans un mode opératoire permanent et répétitif. Donc il faut effectivement qu'on puisse traiter de cette question pour trouver avec eux des centres d'intérêt, des centres de motivation, pour qu'ils aient envie de s'intégrer dans la société, pour qu'ils aient envie d'avoir leur propre place et qu'ils trouvent des intérêts à faire société et à faire du lien. Donc le fait qu'ils sortent fait augmenter le nombre de vols avec armes. Vous dites d'ailleurs, avec justesse, que ces sujets, c'est-à-dire ces éléments perturbateurs, sont très préoccupants dans leur comportement, je vous cite, dans la mesure où l'incarcération constitue souvent un élément de majoration de leur agressivité avec des fréquentations et des associations d'autres sujets agressifs. Tout se passe comme s'il y avait une sorte de reconstitution de bande au sein de la prison, avec de nouvelles amitiés qui semblent davantage liées à des défis qu'à une prise de conscience commune des conditions d'incarcération pour éviter de se retrouver dans une telle situation. C'est un constat extrêmement pessimiste. Et ça se vérifie, ce que vous dites. Bien sûr. Puisqu'on voit dans les prisons cette dérive, cette augmentation de la violence, où on était supposé,
l'encadrer. Oui. Que faire? Que faire avec... parce qu'ils sortiront, ils vont recommencer. Les risques de récidive sont très importants pour ce type de personnage. Oui. Que faire? Alors, pour eux, je pense qu'il faut qu'on aille sur un projet de vie qui soit beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on puisse d'abord les faire entrer dans un système, je dirais, de rééducation, même si ce sont des jeunes majeurs et qu'on a le sentiment qu'ils sont passés 13 ou 14 ans, qu'ils ne relèvent plus dans l'ordonnance de 45. Je crois qu'il faut recréer avec eux un système de vie, un système de discipline, un système éducatif. Et c'est d'ailleurs l'un des projets que j'ai proposé, où ils pourraient être pris en charge pendant 6 mois dans un EPID ou dans un régime type donc RSMA pour accepter cette contrainte et cette discipline. Et au cours de ce séjour, ils auraient bien évidemment une formation donc professionnelle en plus de l'apprentissage de la discipline et des règles et de la hiérarchie. Ensuite, ils continuent dans une formation professionnelle pour être intégrés dans une activité toujours encadré, accompagné. Il y a vraiment un accompagnement, un tutorat nécessaire pour eux parce qu'ils ont souvent cette défaillance de l'autorité parentale qui doit être effective et constante à leur côté, que ce soit en milieu institutionnel, dans les PIL ou dans le RSMA, que ce soit dans l'activité professionnelle, avoir un adulte à côté d'eux, presque qui leur tient la main, pour faire en sorte qu'ils puissent finir par intégrer les règles sociales et la nécessité de travailler, d'accepter les contraintes. Donc il faut vraiment un travail, j'ai envie de dire, presque au corps à corps, au quotidien et sur longue durée, donc avec eux, et pas, je dirais, le classique suivi que l'on peut proposer. Dans le public, les gens réclament le rétablissement du service militaire obligatoire. Votre avis, avant que je ne revienne sur l'EPID et le RSMA précisément? Alors, je ne crois pas que le service militaire obligatoire soit un élément nécessaire. Alors, oui, je serais pour, dans la mesure où justement les parents, quelque part, sont défaillants dans l'éducation qu'ils donnent à leur enfant, et le service militaire permet de remettre du lien, de la cohérence, et permet de faire en sorte qu'il y ait la constitution d'un esprit commun, d'un esprit de corps et d'un esprit de groupe, et qu'on sorte de l'individualisme. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, je pense que c'est important, mais que ça doit être réservé, à mon sens, à ceux qui sont en plus grande difficulté, qui n'ont pas pu intégrer les règles de la société, qui n'ont pas un parcours scolaire suffisant qui leur permette d'être autonomes. Je ne crois pas qu'il faille généraliser ce système donc à l'ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure des établissements publics d'insertion de la défense. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ce concept? Parce que pour bien le distinguer du service militaire adapté, qu'est-ce que c'est les établissements publics d'insertion de la défense? Y a-t-il eu un projet? Y a-t-il en perspective la création d'un établissement de ce genre en Guadeloupe? Parce qu'on en a besoin. Oui. Franchement, vu les circonstances, c'est même plus qu'urgent. Qu'est-ce que c'est un EPID? Il y a un certain nombre d'amis, un certain nombre de personnes que je connais, qui sont des amis, qui ont présenté un projet d'EPID, et j'ai entendu que le président du conseil régional, qui est aussi député, avait relayé cette demande pour que cette institution soit créée en Guadeloupe. Donc on peut penser que c'est quelque chose qui va se faire et qui est en train de se faire. Donc il y a, je dirais, un projet qui a été relayé par le politique, et ça c'est une très bonne chose. C'est un établissement qui permet d'accompagner des adolescents avant la majorité, avant l'âge de 18 ans, qui sont en difficulté dans le respect de la règle, dans l'apprentissage des règles de base, pourquoi se laver, pourquoi se coucher à des heures précises, pourquoi manger à des heures précises, pourquoi travailler, je dirais, qui ont besoin d'avoir un encadrement, mais qui ont déjà connu des parcours de violence et de délinquance, et qui ont besoin par conséquent d'un encadrement extrêmement serré, extrêmement strict. Les éducateurs sont souvent, je dirais, des personnes qui sont très aguerries, ou qui ont parfois une discipline, une formation militaire, pour faire en sorte que ces jeunes soient encadrés de manière stricte, et qu'ils sachent qu'il y a une autorité, qu'ils ne peuvent pas la franchir, et que dans le cas, la sanction est extrêmement sévère. Et par conséquent, quand l'autorité est franche et nette et stricte, ils acceptent plus facilement donc cette règle que lorsqu'elle est quelque peu laxiste. Et c'est vrai que cet établissement a quand même des règles de fonctionnement très strictes, tout en respectant la personne. Je veux dire, ce n'est pas le bagne, d'accord? Mais il y a des règles très strictes, et ils peuvent, grâce à cette EPID, recevoir une éducation
bien sûr, reconstruire leurs valeurs éducatives, mais également recevoir une formation professionnelle, une formation scolaire, un accompagnement pour qu'ils deviennent des adultes qui vont respecter les règles sociales, qui vont comprendre pourquoi ils doivent les respecter. Parce que, en fait, quand vous n'apprenez pas à un enfant qu'il existe des règles et pourquoi il doit les respecter, il ne voit pas l'intérêt. Alors que là, on apprend l'intérêt de la règle à la fois pour soi et pour les autres, c'est-à-dire qu'on refait finalement un citoyen de l'individu qui était plus ou moins donc en situation d'errance. Une petite pause. Après la publicité, Radio Télescopie de la Guadeloupe revient.